Il se passe quelque chose dans les lieux où la vie moderne cesse d'être une référence. Entre la brume basse et les sons que nous ne savons pas nommer. Il y a des personnes qui se réveillent chaque matin sans rien tenir pour acquis. Vu de l'extérieur, cela paraît impossible. Des territoires où le silence n'est pas synonyme de calme, mais d'avertissement, où chaque pas peut altérer un équilibre ancien, et où des créatures qui perfectionnent la chasse depuis des millions d'années continuent de dicter les règles. Mais là-bas, des gens vivent. Des gens qui ont appris à lire l'environnement avant de chercher à le dominer. Des communautés qui, lorsqu'elles sentent le danger, n'activent pas d'alarme et ne cherchent pas d'abri artificiel. Parce que, dans ces lieux, la technologie ne protège pas et qu'une seule erreur ne se corrige pas. Elle se paie. Bienvenue sur Tribu du Monde, où les histoires ne se racontent pas, elles se découvrent. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne sont ni des ruines, ni des légendes. Ce sont 5 tribus du présent. Certaines vous sont peut-être déjà familières, d'autres demeurent presque invisibles, mais toutes vivent là où survivre implique d'accepter un risque, que la plupart d'entre nous ne supporteraient pas plus d'un seul jour. Si vous voulez pénétrer dans des jungles, des savanes et des territoires extrêmes où chaque geste compte, restez, car ce qui vient va vous surprendre. Tribu 1, Hadzabe. Au nord de la Tanzanie, au sud du lac Eyasi, les Hadzabe vivent sur 1000 km² de savane où les températures diurnes dépassent les 40 degrés. Sans clôture, sans abri permanent, seulement des campements de branches qu'ils abandonnent en quelques heures lorsque les prédateurs s'approchent trop près. Ils chassent avec des arcs et des flèches enduites d'un poison végétal extrait de l'adénium, une plante cardiotoxique qui ne tue pas instantanément, mais affaiblit le corps de la proie jusqu'à l'arrêter. Ensuite, ils parcourent des kilomètres à la poursuite d'une proie blessée qui peut encore attaquer. Ils portent des peaux tannées parce qu'elles ne font aucun bruit lorsqu'ils se déplacent parmi les buissons où rôdent des créatures affamées. Mais obtenir de la nourriture n'est pas leur véritable défi. Le véritable défi est de ne pas devenir de la nourriture. Imaginez ceci. Le soleil se couche derrière les acacias. La température chute brutalement. Vous allumez des feux en formant un cercle défensif. Vous vous allongez sur une peau d'antilope, votre enfant de 4 ans contre votre poitrine. Vos yeux se ferment. Alors, vous l'entendez. Un rugissement grave et profond qui vibre à l'intérieur de votre cage thoracique. Il vient de 40 mètres, puis un autre, plus proche, 30 mètres. Vos mains tremblent tandis que vous alimentez le feu. Le rugissement se rapproche, 20 mètres. Vous pouvez déjà sentir l'odeur du lion, le musc mêlé au sang de sa dernière proie. Les Hadzabe identifient chaque lion individuellement grâce à son rugissement. Ils savent lesquels sont territoriaux, lesquels sont nomades, lesquels ont déjà goûté à la chair humaine. Un lion qui a tué un humain n'oublie jamais que nous sommes une proie facile. Il nous poursuivra de préférence. Chaque nuit, ils répètent le rituel. Ils allument plusieurs feux, dorment à tour de rôle, montent la garde. Si les flammes faiblissent, les lions s'approchent. Un enfant qui s'éloigne de 15 mètres du cercle lumineux peut ne jamais revenir. Les lions chassent dans un silence absolu, sans grognement d'avertissement. Les Hadzabe trouvent des traces de sang tous les 2 ou 3 ans. Jamais le corps entier. Les lions traînent leurs victimes à des kilomètres à l'intérieur de la savane. Mais il existe quelque chose de pire qu'un lion qui chasse depuis le sol. Un prédateur qui chasse depuis les hauteurs. Les léopards sont plus furtifs, plus patients, plus calculateurs. Un Hadzabe récolte du miel dans un baobab. Il grimpe lentement. Il tend le bras vers le rayon. Il ressent l'impact avant même de le voir. L'impact est immédiat. Griffes et crocs atteignent la tête. Il meurt avant de pouvoir crier. Ils évitent certains baobabs après avoir vu ces félins se jeter depuis les branches sur une proie sans méfiance. Ces arbres restent gravés dans leur mémoire. Mais la savane en est remplie. Ils ne peuvent pas tous les éviter. Et le danger change constamment de territoire.
Et lorsque vous pensez avoir déjà vu le pire, la savane montre que le danger ne rôde pas toujours en silence. Les buffles du Cap causent plus de morts parmi les Hadzabe que les lions et les léopards réunis. Ils peuvent dépasser 800 kilos, atteindre 50 km/h et réagir sans avertissement. Un mâle solitaire peut charger sans provocation apparente. Quand cela arrive, il n'y a aucune marge de fuite. Vous avez 2 secondes pour grimper ou mourir. S'il n'y a pas d'arbre à proximité, le buffle vous percute. De nombreux jeunes chasseurs meurent lors de leur première chasse au buffle. Le protocole est le suivant: suivre l'animal blessé jusqu'à ce que la perte de sang l'affaiblisse. Mais un buffle blessé s'enrage. Il se retourne contre ses poursuivants. Il charge. Les jeunes sans expérience ne courent pas assez vite. Et puis, il y a l'eau. Les hippopotames contrôlent les points d'eau, extrêmement territoriaux. Si vous vous approchez pour boire et qu'un hippopotame se repose à proximité, vous devez attendre des heures ou mourir. Leur défense mesure 50 cm. Un choc direct est presque toujours fatal. Les hippopotames causent plus de morts humaines en Afrique que n'importe quel autre grand mammifère. Les humains ont besoin d'eau. Les hippopotames défendent les sources. Le conflit est inévitable. Les Hadzabe boivent dans des points d'eau secondaires, plus éloignés, avec une eau moins propre. Plus de parasites, plus de bactéries. Mais c'est préférable à affronter un hippopotame qui court à 30 km/h. Nous poursuivons notre route et rencontrons le mamba noir. Il se déplace à 20 km/h. Son venin neurotoxique peut provoquer la mort en quelques heures sans antidote. Les Hadzabe n'ont pas d'antidote. S'il vous mord, vous vous asseyez sous un arbre et vous attendez. Le mamba ne fuit pas comme les autres serpents. Si vous vous mettez en travers de son chemin, il attaque. Il mord à répétition. Chaque morsure injecte davantage de venin. Les symptômes commencent en quelques minutes. Vision trouble, difficultés respiratoires, paralysie progressive. Votre diaphragme se paralyse. Vous cessez de respirer. Le corps ne répond plus tandis que vous restez conscient. Les Hadzabe décrivent cela comme « mourir éveillé ». Pourriez-vous élever votre enfant en sachant que chaque sortie pour chercher de l'eau peut être la dernière? Pour les Hadzabe, c'est la normalité. La savane est brutale, mais au moins elle avertit. Ici, survivre n'est pas du courage, c'est un apprentissage transmis de parents à enfants. À présent, nous nous dirigeons vers un lieu où le danger ne se voit pas. Là-bas, le sol peut mettre fin à votre vie en quelques minutes. La seule façon de survivre est de vivre suspendu dans les airs. À 40 mètres de hauteur, tribu de Korowai. Dans les basses terres du sud-est de la Papouasie, les Korowai habitent 4000 km² de forêts marécageuses en permanence inondées, où le sol cesse d'être solide et où l'eau ne se retire jamais. Le terrain reste recouvert de 10 à 50 cm d'eau. Il pleut près de 300 jours par an. L'humidité dépasse 90%. Marcher, c'est s'enfoncer dans une boue noire, épaisse, à l'odeur de matière organique en décomposition. Ils vivent dans des maisons perchées dans les arbres, entre 6 et 40 mètres de hauteur. Ce n'est pas une tradition pittoresque, c'est une survie absolue, car en dessous rôdent les créatures les plus meurtrières de Papouasie. Imaginez vous réveiller dans votre maison arboricole. Vous descendez par l'échelle aux encoches taillées dans le tronc. Vos pieds touchent l'eau trouble. Vous marchez vers le ruisseau pour pêcher. L'eau vous arrive aux genoux. Quelque chose frôle votre jambe. Vous pensez que c'est un tronc flottant. Ce ne l'est pas. Le crocodile surgit en une fraction de seconde. Ses mâchoires se referment sur votre cuisse avec une force suffisante pour broyer l'os. L'impact est brutal. Vous êtes entraîné sous l'eau. Vous vous noyez ou vous mourrez vidé de votre sang. Tout se déroule en moins de 30 secondes.
Saviez-vous que les crocodiles marins peuvent atteindre 7 mètres de long et peser plus de 1000 kilos? Ils chassent à l'affût sous l'eau pendant des heures. Seuls leurs yeux et leurs narines restent visibles. Ils ressemblent à des troncs. Lorsque la proie s'approche, ils explosent avec une vitesse impossible à éviter. Les corowai perdent entre 3 et 5 personnes par an. Des enfants qui jouent sur les berges, des femmes qui lavent le sagou, des hommes qui pêchent. Les crocodiles apprennent les itinéraires humains, se positionnent au même point d'eau et attendent. Ils ne boivent jamais au même endroit 2 jours de suite. Ils envoient toujours un observateur en premier. Ils frappent toujours l'eau avec de longs bâtons avant d'y entrer. Mais la vigilance échoue. Un enfant se distrait. Un adulte a une soif extrême. Le crocodile attaque. Le corps disparaît. Les corowai ne peuvent pas tuer les grands crocodiles. Un crocodile de 7 mètres est invulnérable face à une technologie paléolithique. Les lances en bois ricochent sur les écailles dorsales. Les flèches ne pénètrent pas suffisamment. C'est pour cela qu'ils vivent en hauteur. Les crocodiles ne savent pas grimper. Le python réticulé dépasse les 7 mètres de longueur. Il pèse environ 75 kilos. Il n'est pas venimeux. Il étrangle. Il enroule son corps autour de la proie et serre à chaque respiration jusqu'à ce que le corps cesse de réagir. Les corowai ont déjà trouvé des pythons contenant des sangliers entiers. Ils savent qu'un python suffisamment grand peut tuer un être humain, et les pythons grimpent aux arbres. Chaque nuit, avant de dormir, ils inspectent les poutres de leurs maisons arboricoles à la recherche du contour inconfondable d'un python enroulé. S'ils en trouvent un, tout le monde évacue. Ils descendent dans l'obscurité totale. Ils passent la nuit dans une autre maison, si un voisin a de la place. Sinon, ils dorment au sol, entourés de crocodiles. Un python endormi sur une poutre peut tomber sur un enfant. L'enfant crie. Les adultes accourent avec des torches et des couteaux en bambou. Ils tentent de couper le serpent. Mais un python enroulé serre encore plus fort lorsqu'il est attaqué. Il n'arrive pas toujours à temps. Puis viennent les araignées. L'amygale de Papouasie a un corps de la taille d'un poing. Sa morsure provoque une douleur extrême pendant 3 jours. Les araignées à entonnoir sont plus petites, mais mortelles. Leur venin neurotoxique tue les enfants en quelques heures. Elles construisent des tunnels dans les fissures des arbres. Les corowai frappent les troncs avant de grimper. Mais cela ne fonctionne pas toujours. L'enfant grimpe. Il glisse la main dans un trou pour s'appuyer. L'araignée mord. Et enfin, il y a les moustiques. La forêt de Papouasie possède l'une des plus fortes densités de moustiques de la planète. Ils transmettent le paludisme. Un corowai qui contracte le paludisme cérébral meurt en 1 semaine. Fièvre dépassant 40 degrés. Convulsions. Coma. Ici, ils n'ont ni quinine ni antipaludéen. Leur seule défense est de vivre au-dessus de la couche de vol des moustiques. Les moustiques volent rarement au-delà de 10 mètres. Les maisons corowai se trouvent à 15 mètres ou plus. C'est pourquoi le sol n'est pas un foyer, mais une menace permanente. Mais ils doivent descendre. Pour l'eau, pour le sagou, pour chasser. Chaque descente signifie une exposition. Les moustiques attaquent en essaim. En quelques minutes, un corowai peut être couvert de piqûres. Elles ne transmettent pas tout le paludisme. Une seule suffit. Un enfant corowai qui contracte le paludisme a 30% de chances de mourir. Les adultes survivent davantage parce qu'ils ont déjà résisté à de multiples infections. Mais chaque infection affaiblit. Vivriez-vous sur une plateforme de bois à 40 mètres de hauteur en sachant qu'un python peut dormir au-dessus de votre tête? Descendriez-vous chaque jour dans une eau où un crocodile de 7 mètres attend, immobile? Pour les corowai, ce n'est pas une question. C'est la vie. Ils le font. Chaque jour. Vivre 40 mètres au-dessus du sol vous protège de ce qui rôde en bas. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas construire d'abri? Et si vous ne pouvez pas rester plus de 3 jours au même endroit parce que les prédateurs apprennent où vous dormez? Et si votre seule stratégie consiste à vous déplacer sans cesse, sans maison, sans mur, en fuyant?
Mais ce n'est pas encore la limite de la survie humaine. Il existe des peuples qui marchent jusqu'à mourir, qui portent des bébés tout en fuyant, et qui savent que s'arrêter signifie devenir une proie. Tribu 3, Awa-Gwaja. Dans l'État du Maranhão, au Brésil, les Awa-Gwaja vivent sur environ 250 km² discontinus de forêt amazonienne. Ce sont des nomades extrêmes. Ils ne construisent pas de village. Ils ne restent jamais plus de 3 à 5 jours au même endroit. Non par choix, par survie. Parce que les prédateurs apprennent où ils dorment. Ils chassent des singes, des pécaris et des oiseaux à l'aide d'arcs et de flèches. Ils récoltent des fruits et du miel. Mais obtenir de la nourriture n'est pas leur véritable défi. Le véritable défi est de ne pas être dévoré pendant qu'on la cherche. La forêt amazonienne orientale présente la plus forte densité de jaguars du continent. 8 individus pour 100 km². Des chasseurs nocturnes parfaits. Ils ne rugissent pas avant d'attaquer. Ils traquent dans un silence absolu. Imaginez que vous marchez dans la forêt en portant votre enfant de 2 ans dans les bras. Le soleil commence à se coucher. Vous entendez le chant des oiseaux. Soudain, le silence. Les oiseaux cessent de chanter. Cela signifie que quelque chose de grand est proche. Vous tournez la tête. Rien. Vous continuez à avancer. Vous sentez que quelque chose vous observe. Les poils de votre nuque se hérissent. Vous accélérez le pas. Vous entendez un craquement de feuilles à 20 mètres. Vous vous arrêtez. Silence. Vous repartez. Un autre craquement, plus proche. Le jaguar se déplace à votre rythme. Il vous suit. Il évalue. Les Awa craignent les jaguars plus que toute autre créature. Ils identifient constamment leurs traces, empreintes de 15 cm, griffures sur les troncs à 2 mètres de hauteur, odeurs musquées sur les sentiers. Lorsqu'ils détectent une présence proche, ils abandonnent immédiatement le campement. Le doute suffit. Un jaguar qui a senti l'odeur des humains peut rôder pendant des jours. Il identifie l'individu le plus vulnérable. Un enfant qui traîne, un vieillard lent, une femme enceinte. Puis il attaque, par derrière. Lorsqu'il attaque, la victime meurt en quelques secondes. Il n'y a pas de combat. Le jaguar disparaît avec la victime dans l'épaisseur de la forêt. Lorsque les Awa reviennent, il ne reste que des feuilles écrasées et du sang frais. Les Awa ont perdu des enfants, des anciens, des adultes endormis. Les jaguars peuvent pénétrer silencieusement dans les campements nocturnes. Si les feux s'éteignent, si tout le monde dort profondément, le jaguar peut mordre un enfant et disparaître avant que quiconque ne se réveille. C'est pourquoi ils maintiennent des feux allumés toute la nuit. Ils dorment à tour de rôle. Il y a toujours quelqu'un qui veille. Mais la fatigue accumulée finit par faire échouer la vigilance. Et le jaguar attend précisément cela. Les anacondas verts atteignent 6 mètres de longueur et 150 kilos. Ils ne sont pas venimeux. Ils étranglent. Les Awa doivent traverser des rivières en permanence. Il n'y a pas de pont, pas de pirogue. Ils doivent traverser à gué. Et les anacondas chassent dans des eaux troubles, totalement immergées, sans créer la moindre ondulation visible. Vous entrez dans la rivière. L'eau vous arrive à la taille. Vous faites 3 pas. Quelque chose frôle votre jambe sous l'eau. Vous pensez que c'est un gros poisson. Ce ne l'est pas. L'anaconda mord votre jambe avec des dents recourbées vers l'arrière qui empêchent toute fuite. Puis il enroule son corps autour de votre torse. Il serre. L'anaconda n'écrase pas les os. Il serre à chaque expiration. Peu à peu, vos poumons ne peuvent plus se dilater. Votre cœur ne reçoit plus assez d'oxygène. L'évanouissement survient en 3 minutes. Les Awa frappent l'eau avec des bâtons avant d'y entrer. Ils ne traversent jamais seuls. Si quelqu'un crie, les autres accourent avec des couteaux en bambou et tentent de couper la tête de l'anaconda. Mais la panique fait échouer les coups. Le serpent est couvert d'eau et de sang, glissant, se débattant violemment. Certains sauvetages réussissent, d'autres non.
Certains Awa préfèrent de faire un détour de 5 km avant de traverser une rivière suspecte. 5 km supplémentaires dans une forêt dense avec de jeunes enfants, sous la pluie, affamés. Mais c'est préférable à affronter un anaconda. Et puis il y a les fourmis balles qui injectent de la ponératoxine, provoquant l'une des douleurs les plus intenses jamais documentées chez l'être humain. Leur nom vient de témoignages autochtones, comparant la douleur à un tir de balle. Une personne piquée par plusieurs fourmis peut entrer en état de choc. La douleur dure 24 heures complètes, sans soulagement. Pendant ces 24 heures, la victime ne peut pas marcher, ne peut pas chasser, ne peut pas porter des enfants. Si le groupe fuit une menace, la victime devient un fardeau. Les Awa reconnaissent les nids de fourmis balles, monticules au pied des arbres, colonnes de fourmis de 2 cm aux mandibules visibles. Ils les évitent. Mais dans la hâte du nomadisme, il arrive que l'on pose la main au mauvais endroit. Les fourmis grimpent le long du bras en quelques secondes. Piqûres multiples. La douleur est si intense que certains décrivent une perte de connaissance. Pourriez-vous vivre dans un endroit où marcher, traverser une rivière ou dormir à même le sol peut vous tuer sans avertissement? Leur marge de choix est extrêmement réduite. Tout le monde n'est pas capable de continuer à regarder lorsque la survie cesse d'être une idée et devient un fardeau quotidien. Si vous êtes encore ici, c'est que ces histoires comptent. Ce qui vient n'est pas plus confortable, c'est plus profond. Fuir des prédateurs visibles est brutal. Mais que se passe-t-il lorsque le véritable danger ne rugit pas, ne se voit pas, ne mord pas avec des crocs? Il existe un lieu où chaque forme de vie peut vous tuer, où la biodiversité n'est pas une beauté, mais un champ chimique mortel, et où les êtres humains ont appris à utiliser ce poison pour survivre. Tribu 4, Yanomami. Alors que vous poursuivez ce voyage, à la frontière entre le Brésil et le Venezuela, les Yanomami vivent entourés par une forêt tropicale continue, dense et étouffante, où chaque déplacement exige un effort réel. L'une des régions à la biodiversité la plus élevée de la planète et la plus forte densité d'espèces venimeuses d'Amérique du Sud. Les Yanomami chassent avec des flèches empoisonnées au curare, extraits de lianes qui bloquent la transmission neuromusculaire. Paralysie progressive. Un singe blessé meurt en 5 minutes, un pécari en 15. Chez un être humain, la paralysie peut provoquer la mort en moins d'1 heure. La mort survient par asphyxie, le diaphragme se paralyse, vous ne pouvez plus respirer. Mais vous restez conscient jusqu'à la fin. Mais le danger n'est pas le poison qu'ils utilisent, c'est le poison qui les entoure. Les Yanomami appellent les jaguars des chasseurs d'esprits et les respectent comme des êtres puissants. Les chamans croient pouvoir se transformer en jaguars lors des transes. Mais les jaguars réels tuent. Ils attaquent les enfants qui s'éloignent des maisons communautaires. Ils attaquent les femmes qui vont seules aux cultures. Le jaguar amazonien rôde dans l'épaisseur de la forêt, bondit sur le dos, mord la nuque. Les vertèbres cervicales se brisent. Mort instantanée. Chaque année, des individus disparaissent. La communauté sait ce qui s'est passé. Les jaguars dominent de vastes territoires. Une seule maison communautaire peut avoir 3 jaguars résidant dans sa zone. Les Yanomami apprennent à les identifier grâce aux rugissements, aux empreintes et aux modes de chasse. Les anacondas verts, grandes serpentes d'eau, peuvent renverser de petites pirogues, s'enrouler autour d'un être humain et l'entraîner sous l'eau. Les enfants Yanomami apprennent très tôt ne jamais nager seuls, ne jamais nager au crépuscule, ne jamais traverser de rivières profondes sans pirogue. La forêt Yanomami abrite la plus grande diversité de serpents venimeux d'Amérique du Sud. La mapanare est la plus mortelle. Son venin hémotoxique détruit les tissus, provoque des hémorragies internes massives et une nécrose accélérée. Sans sérum antivenimeux, le taux de mortalité atteint 70%. Ils ont développé des traitements traditionnels, aspiration immédiate, garrot, cautérisation avec des braises, infusion de plantes. Parfois, cela fonctionne. Souvent, non.
Les chamans accomplissent des rituels pour extraire spirituellement le venin. Mais même eux savent que, sans intervention physique, la victime mourra. Puis viennent les grenouilles d'Ar, petites, brillantes et parmi les créatures les plus mortelles de la forêt. Une seule grenouille contient suffisamment de toxines pour provoquer la mort de plusieurs adultes humains. La batrachotoxine interfère avec les canaux sodiques, provoquant une arythmie cardiaque fatale. Les enfants Yanomami apprennent « Les couleurs vives signifient la mort. Jaune éclatant, rouge, bleu métallique. Si une grenouille d'Ar entre dans la maison communautaire, tout le monde évacue. On attend qu'elle parte. On ne la touche pas. On ne la tue pas en la frappant. Si vous l'écrasez, le venin peut éclabousser et entrer en contact avec des plaies ouvertes. Il existe des récits d'enfants morts après avoir manipulé des grenouilles d'Ar par curiosité. Le venin agit en quelques minutes. Arythmie, arrêt cardiaque. Il n'y a pas de retour possible. Toucheriez-vous une grenouille brillante en sachant que sa peau contient suffisamment de toxines pour tuer 10 personnes? La vérité est qu'ils affrontent, aujourd'hui, une menace pire que n'importe quel animal. Le mercure dans l'eau. Des orpailleurs illégaux utilisent du mercure pour extraire l'or. Le mercure contamine les rivières. Les Yanomami consomment des poissons contaminés. Le mercure provoque des lésions neurologiques irréversibles chez les enfants. Plus de 50% des enfants Yanomami des zones touchées présentent des niveaux toxiques dans le sang. Une génération entière est en train d'être empoisonnée. Jusqu'ici, nous avons vu des forêts où il est possible d'identifier le danger. Des jaguars qui rugissent, des serpents qui sifflent, des grenouilles qui brillent comme un avertissement. Mais il existe un lieu où le danger se trouve à la fois sur terre et en mer, où l'on ne peut pas fuir parce que l'on est entouré d'eau, et où chaque tentative d'approche s'est soldée par la mort. Personne ne sait vraiment comment ils survivent, parce qu'aucun être humain n'a pu s'en approcher sans être tué. Êtes-vous prêt à découvrir le danger auquel fait face la dernière tribu de ce voyage? Tribu 5, Sentinellese. Le golfe du Bengale s'ouvre devant nous. À plus de 300 km des côtes de l'Inde, une petite île entourée de récifs coralliens émerge de la mer. L'île de North Sentinel. 59 km² où vit l'un des derniers peuples en isolement absolu de la planète, les Sentinellese. Ils n'acceptent aucun contact. Ils ne l'ont jamais accepté. Et ils ne préviennent pas avec des mots. En 1974, une équipe de tournage a obtenu l'autorisation de s'approcher de l'île dans l'intention de documenter cette communauté. La tentative n'a duré que quelques secondes. Des silhouettes armées d'arcs ont surgi de la jungle. Une flèche a atteint le réalisateur. L'enregistrement s'est arrêté là. Le message était sans équivoque. Il ne voulait être ni observé, ni étudié, ni contacté. Des décennies plus tard, en 2006, 2 pêcheurs indiens se sont échoués illégalement près du récif. Ils ont cru avoir trouvé refuge. Ils ne sont jamais revenus. Leurs corps ont été aperçus à distance, traînés vers la jungle. Aucune récupération n'a été possible. En 2018, le missionnaire américain John Allen Shaw a ignoré toutes les interdictions légales et sanitaires. Il savait que le contact était strictement interdit. Il savait qu'il pouvait mettre en danger une communauté dépourvue de défenses immunitaires face aux maladies extérieures. Malgré cela, il a débarqué à plusieurs reprises, a laissé des objets sur la plage et s'est approché de plus en plus. Lors de sa dernière tentative, il a été abattu par des flèches. Son corps n'a jamais été récupéré. Ces épisodes ne sont pas des actes isolés. Ils constituent une stratégie de survie. On estime que la population sentinellesaise varie entre 50 et 500 personnes. Ils vivent de la pêche, de la collecte de coquillages et de la chasse. Il n'existe aucune preuve d'agriculture ni de contact régulier avec l'extérieur. Et pourtant, ils survivent entourés de l'un des environnements marins les plus dangereux de la planète. Les crocodiles marins peuvent atteindre 7 mètres de long et peser plus de 1500 kilos. Ils chassent dans les eaux saumâtres, immobiles pendant des heures,
dissimulés parmi les mangroves. Les sentinelles entrent dans l'eau chaque jour. Chaque incursion représente une réelle possibilité de ne jamais revenir. À cela s'ajoutent les serpents marins, porteurs de certains des venins neurotoxiques les plus puissants de l'océan. Une morsure peut paralyser le système respiratoire en moins de 30 minutes. Sans antivenin, l'issue est une asphyxie consciente. Autour du récif, le danger ne se signale pas. Dans ces eaux peu profondes patrouillent des requins-tigres, des requins-taureaux et des requins à pointe noire. Le danger ne prévient pas. Une seule attaque suffit. Les sentinelles entrent dans la mer nus ou semi-nus. Ils n'ont aucune protection. Ils n'en ont jamais eu. Et tout ce qui est mortel n'a pas des dents. Les méduses boîtes flottent presque invisibles dans l'eau trouble. Leurs toxines peuvent provoquer une douleur extrême, une paralysie et un arrêt cardiaque en quelques minutes. Ici, le contact n'est pas une décision, c'est le hasard. Sur Terre, le risque continue. Scorpions, araignées, scolopendres. Les huttes faites de branches et de feuilles ne constituent pas une barrière. Chaque nuit est une exposition permanente. En 2004, le tsunami de l'océan Indien a frappé les îles Andaman. On a cru que les sentinelles avaient disparu. Quelques jours plus tard, un hélicoptère a survolé l'île. Depuis la plage, un homme a levé son arc et tiré des flèches vers le ciel. Ils avaient survécu. Les sentinelles résistent depuis environ 60 000 ans sans aucune aide extérieure. Ils rejettent le monde moderne non par hostilité, mais par mémoire. Chaque contact passé a apporté la mort, la maladie ou la perte. Et aujourd'hui, ils font face à une menace contre laquelle ils ne peuvent pas bander l'arc. North Sentinel est une île corallienne basse. Si le niveau de la mer monte, une grande partie sera submergée. Ils n'ont nulle part où aller. Ils ne possèdent aucune embarcation pour migrer. Est-ce l'isolement ou la dernière forme de protection qui leur reste? Ils pourraient disparaître en silence, tandis que l'océan reprend leur territoire. Entourés jusqu'au bout de créatures qui ont perfectionné l'art de tuer pendant des millions d'années. Nous avons parcouru 5 mondes où être en vie signifie avoir pris la bonne décision. Où reconnaître une trace, interpréter un silence ou détecter une odeur peut faire la différence entre voir le lever du soleil ou ne plus jamais le voir. Les Hadzabe dorment en sachant que des lions rôdent à quelques mètres. Les Korowai vivent à 40 mètres de hauteur parce qu'en dessous, les crocodiles attendent. Les Awa marchent jusqu'à l'épuisement en fuyant des jaguars qui ne se reposent jamais. Les Yanomami respirent le venin dans chaque branche, chaque feuille, chaque grenouille éclatante. Les sentinelles vivent entourées d'eau, où chaque créature peut les tuer. Nous, qui vivons derrière des murs, qui fermons des portes, qui appelons des ambulances, pouvons à peine imaginer nous réveiller en sachant que quelque chose peut se trouver à 3 mètres, prêt à nous tuer. Et voici ce qui compte vraiment. Ces communautés ne sont pas des reliques du passé. Elles sont nos contemporaines. Elles vivent sur la même planète, sous le même ciel, la même année. Mais elles habitent des réalités où la survie n'est pas une garantie, mais un accomplissement quotidien arraché aux prédateurs, aux venins et aux créatures qui ont perfectionné la mise à mort pendant des millions d'années. Elles ne survivent pas en dominant la nature. Elles ne tiennent pas parce qu'elles la lisent, parce qu'elles sont attentives, parce qu'elles se souviennent, parce qu'elles respectent les limites. Et c'est quelque chose que le monde moderne est en train d'oublier. Nous avons avancé si vite que nous avons cessé d'écouter. Nous avons construit des murs contre tout ce qui nous effraie au lieu d'apprendre à cohabiter avec cela. Et peut-être qu'en chemin, nous avons perdu quelque chose d'essentiel, la capacité d'être véritablement attentifs. Ces cultures ne sont pas en retard. Parfois, ce qui est en retard, c'est notre façon de regarder. Après ce voyage, laquelle de ces 5 tribus pensez-vous affronter les dangers les plus mortels?
Pensez-vous pouvoir survivre une semaine dans l'un de ces lieux, ou même une seule nuit? Et la question qui va au-delà de ce documentaire. Qu'est-ce qui, selon vous, nous fait réellement avancer en tant qu'espèce, tout dominer ou apprendre à cohabiter avec ce qui nous entoure? Laissez-nous votre réflexion dans les commentaires, car ce documentaire ne s'arrête pas ici. Il se poursuit dans les questions que nous emportons avec nous. Si vous souhaitez continuer à explorer des réalités qui existent encore et que ce documentaire vous a aidé à regarder d'autres formes de vie avec un regard nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour nous accompagner lors des prochains voyages. Merci d'être allé jusqu'au bout et de faire partie de cette communauté qui regarde sans détourner les yeux. Nous nous retrouvons dans le prochain documentaire, là où existent encore des réalités qui méritent d'être comprises, avant de disparaître.